Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Je suis Pascal Tessier, formateur technique pour Emphase Énergie. Je suis accompagné de Brio Mao de la société KDI Solar. Bienvenue à tous sur cette session de formation. On va attendre un petit peu le temps que tout le monde puisse nous rejoindre. On a, semble-t-il, pas mal d'inscrits ce matin sur cette session. On va être ensemble pendant une bonne heure. L'idée étant de vous présenter la technologie en phase et notamment de commencer à vous parler aussi du micro-onduleur IQ7A qui a fait son arrivée maintenant il y a quelques mois. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu les principaux arguments en faveur de la technologie et de vous expliquer un petit peu en quoi elle se démarque des autres solutions. Néanmoins, vous avez à votre disposition un utilitaire de questions-réponses qui est disponible en ligne. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas tout au long de la session n'hésitez pas à poser vos questions. On se fera un plaisir d'y répondre. Brio pourra répondre à celle-ci en temps réel en cas de besoin. Et je vous propose même qu'en fin de session, on passe un petit moment ensemble sur le traitement de vos différentes questions, soit celles qui ont été déjà répondues et qui pourraient concerner tout le monde, ou éventuellement celles qui n'ont pas encore été répondues, qui sont plus génériques. Et on pourra voir tout ça ensemble. Je ne crois pas que Brieux ait la possibilité de parler au micro. Là-dessus, je ne sais pas, je vous avoue. Je découvre un petit peu Zoom. Je vais être très, très honnête avec vous. Moi, je travaille sur d'autres plateformes habituellement, mais on va s'y faire. On va s'y faire, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, ce qui m'intéresserait, c'est que vous puissiez tous, à minima, nous dire par écrit si vous avez la possibilité de m'entendre correctement. Donc, n'hésitez pas sur l'utilitaire de questions-réponses à nous dire si vous nous entendez, vous m'entendez correctement, histoire que l'on puisse avancer convenablement et surtout, quand je vais faire défiler un petit peu les slides, que vous puissiez entendre les explications qui vont être données avec. A priori, ça a l'air d'être pas mal. On a quelques réponses, semble-t-il. Le son est OK pour tout le monde. Bon, c'est une bonne chose, c'est parfait. C'est très, très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque dans la foulée. On est quasiment dans les temps. Je pense que s'il y a des retardataires, ils vont nous rejoindre au fur et à mesure. Donc, l'idée, c'est de vous présenter un petit peu, comme je le disais, tout simplement la société en phase, la technologie, où est-ce qu'on se place et notamment comment on vient s'inscrire sur le marché du résidentiel. Pour la petite histoire, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, donc comme je disais, moi je suis Pascal, je suis formateur technique, je travaille en phase depuis 2011 et j'ai travaillé également dans le photovoltaïque avant, début des années 2009, au moment où ça a démarré en tant qu'installateur. Donc, je suis passé à peu près par toutes les cases, du marché. Donc, ça fait un petit moment que je suis dans le domaine et j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler justement avec grand plaisir avec KDI depuis le tout démarrage d'en phase, donc depuis pas mal d'années. Alors, la principale chose côté en phase, l'offre d'en phase est assez simple, je dirais. C'est vraiment d'essayer de proposer quelque chose qui est évidemment, on est dans le renouvelable, donc on va essayer de faire quelque chose de propre, de l'économie d'énergie et de l'énergie verte, bien évidemment, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de travailler sur des solutions qui sont à la fois très sécures pour le client final, pour l'installateur, comme pour le client final, mais en ayant une certaine attractivité financière. Donc, le but du jeu, c'est que ce soit abordable. Si c'est pour que finalement, on ait la meilleure des solutions, mais que ce soit strictement inaccessible pour des raisons de coût, ça n'a aucun sens. Donc, on essaye aussi, nous, en tant que fabricants, de travailler à ce que la solution soit la plus fiable possible, la meilleure possible, tout en étant accessible côté économique,
aussi bien pour les installateurs que pour le client final, bien évidemment, puisqu'au final, c'est quand même lui qui va exploiter la solution. Donc, elle se compose de plusieurs éléments. Notamment, la base, c'est le micro-onduleur qui va être placé en toiture sous les panneaux. Donc, actuellement, on est sur la gamme IQ. C'est ce qu'on a souhaité représenter ici, avec les petits carrés orange sous les panneaux, hein. Ici, soyons d'accord, on est sur une image très basique, très caricaturale, entre guillemets. Ensuite, on va retrouver tout un système de câblage que l'on va fournir également, que l'on appelle le Q-Cable, qui va être là pour justement interconnecter tous ces onduleurs ensemble. On va redéfinir un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est un micro-onduleur, ne vous inquiétez pas, pour être ensuite sur tout ce qui est classique du circuit alternatif, hein, un bus AC, du câblage AC, tout ce qui est de plus basique, j'ai envie de dire. En général, pour atterrir sur un coffret AC qui est souvent dans le garage, pour faire assez simple, dans lequel on va retrouver la passerelle de communication Envoy. On va retrouver, si l'élément est présent, le stockage en phase. Et derrière tout ce petit monde, il va y avoir des applications. Il va y avoir une application pour les installateurs, donc l'Installer Toolkit, qui a un petit peu évolué ces derniers temps, qui va vous permettre, en tant que pro, de pouvoir faire la mise en service de votre installation localement, je dirais. Et on a ensuite toute la partie cloud, donc tout ce qui est monitoring Enlighten, qui va permettre à l'installateur, via une version professionnelle qui s'appelle Enlighten Manager, qui va vous permettre justement de pouvoir vérifier les performances de l'installation, faire le suivi, le diagnostic d'une installation, faire du pré-diagnostic, de la maintenance préventive sur vos installs et vos clients. Et on a une version qui est dédiée, entre guillemets, aux propriétaires de l'installation, qui est My Enlighten, qui est disponible également sur appli mobile, qui s'appelle Enlighten Mobile, tout simplement. Donc là, l'idée, c'est vraiment, en tant que pro, vous avez un certain visuel qui vous permet de faire justement votre travail de professionnel. Et puis le client, le visuel est un petit peu différent pour, au contraire, lui montrer comment son système fonctionne, est-ce qu'il fonctionne bien, si on est dans le cadre de l'autoconsommation, comment votre client consomme, etc., etc. Lui, il n'a en soi pas d'intérêt à aller chercher dans le détail d'un onduleur ou d'un panneau. Ça, c'est votre travail en tant que professionnel. Et c'est là où vous allez avoir une valeur ajoutée vis-à-vis justement de pouvoir le conseiller, etc. Donc, l'offre se décompose un petit peu de cette manière. On va essayer de voir les différents éléments, comment ils sont constitués, je dirais, de quoi ils sont composés en soi. Mais quand même, petit rappel avant, on est obligé d'en passer par là, évidemment. Un petit rappel en fait sur qui est en phase, sur les fondements de la société. Faut savoir qu'on n'existe pas depuis 2-3 ans. Ça fait depuis 2006 qu'on a été créé, notamment en Californie. Ça a été fondé par un Indien et un Français qui vivent clairement là-bas. La société a pas mal évolué. Il y a eu des hauts, des bas, et on est reparti sur des bonnes périodes. Maintenant, alors les chiffres ne sont pas tout à fait à jour, j'en suis désolé. Au jour d'aujourd'hui, on est, je crois, quasiment 700 salariés sur la planète. Et côté chiffre d'affaires, on a fait 624 millions de dollars de chiffre d'affaires sur la planète en 2019. Et la France a représenté à peu près 30 millions d'euros sur le chiffre d'affaires global, ce qui est pas négligeable. On a à l'heure actuelle plus de 25, alors c'est pas tout à fait 25 maintenant, on est passé à plus de 27 millions de micro-onduleurs vendus sur la planète depuis le démarrage. Alors la première vente a été faite en 2008, donc on est à plus de 27 millions depuis 2008, ce qui est assez conséquent. Il faut savoir que Enphase a mis à peu près de 2008 à 2012 globalement pour atteindre le million de micro-onduleurs vendus sur la planète. Et depuis 2012, c'est vraiment une augmentation purement exponentielle, hein. C'est vrai que là, on a une augmentation qui est considérable, hein. On est en capacité technique de fabriquer plus de 2,5 millions de micro-onduleurs par an, je crois. Donc, ce qui est assez conséquent. Ça représente un peu plus d'1 million de systèmes raccordés sur Enlighten. Ça ne veut pas dire qu'il y a 1 million de systèmes qui ont été uniquement 1 million de systèmes qui ont été réalisés avec nos produits. Ça veut simplement dire qu'on a, au travers d'Enlighten, un suivi, un visuel sur un petit peu plus d'1 million d'installations qui utilisent nos équipements.
et tout ça réparti sur une centaine de pays, un peu plus d'une centaine de pays. Il y a bien plus de systèmes utilisant les produits en face qui sont déployés. Simplement, beaucoup ne sont pas connectés sur Internet et par conséquent, nous n'en avons pas le moindre visuel, ni vous, ni l'installateur, etc. Donc, c'est pour ça qu'on peut pas ceci, malheureusement, on ne peut pas les quantifier. Mais ça représente quelque chose d'assez conséquent. Il faut savoir que tous les micro-onduleurs que vous installez vont renvoyer des données à la passerelle de communication Envoy toutes les 5 minutes. Et ensuite, cette passerelle va transmettre toutes ces données sur la plateforme Enlighten, pareil, toutes les 15 minutes globalement. Donc, on a des données qui arrivent toutes les 5 minutes globalement par micro-onduleur. Une installation, si je prends l'exemple de la France, une installation de 3 kg est actuellement composée entre 8 et 10 panneaux. Donc, ça vous fait toutes les 5 minutes, on a 10 micro-onduleurs qui renvoient énormément de données. Tout ça pour vous dire que ça représente à l'heure actuelle plus de 5 à 6 téraoctets de données qui sont collectées par jour sur les serveurs d'Enlighten, ce qui est considérable. Et ce qui permet également à Enphase et notamment au monitoring Enlighten, à cette plateforme, d'être actuellement la plus grosse plateforme mondiale de monitoring dans les systèmes PV résidentiels, puisqu'on a vraiment une quantité de données qui est juste considérable. On a même des distributeurs d'énergie, là je parle vraiment pour les USA, quelques-uns nous ont appelés nous ont demandé des extractions de données pour comprendre ce qui se passait sur leur réseau, tellement on a une précision relativement fine des informations comparées à ce qu'eux peuvent récupérer. Donc, c'est assez considérable. Voilà un petit peu, finalement, la taille, ce que représente Enphase. Ce que je vous montre maintenant, c'est plutôt c'est un petit comparatif, entre guillemets, très sommaire, mais un petit comparatif pour vous expliquer en quoi on est différent des installations, ce qu'on appelle dites traditionnelles, c'est-à-dire avec des onduleurs string. Sur une architecture traditionnelle, vous retrouvez tous vos panneaux qui vont être mis en série de manière à pouvoir augmenter les tensions continues. Et ensuite, on va descendre de la toiture avec du câblage DC, tout ce qui est plus habituel pour ceux qui utilisent ces technologies, pour arriver sur des sectionneurs, des systèmes de protection continue, et ensuite attaquer un onduleur central qui, lui, va travailler sur le point maximum, on va dire une moyenne du bon compromis possible de l'ensemble des panneaux, des performances des panneaux, pour essayer de faire quelque chose de cohérent, et va ensuite convertir toute cette énergie en alternative pour attaquer des protections AC, coffret AC, tout ce qu'on a de plus classique, et le tableau de la maison du client si on est dans le cadre de l'autoconsommation. Ça, c'est ce qu'on a l'habitude de voir sur des systèmes classiques. Dès qu'on travaille avec du micro-onduleur, on va fonctionner un petit peu différemment, puisque dans ce cas-là, on va supprimer tout ce qui est onduleur central, onduleur string. On va supprimer également tout ce qui est sectionnement DC, donc toutes les protections d'essai qui vont avec, les parafoudres d'essai, etc. Et on va venir placer un onduleur sous chaque panneau solaire, donc un micro-onduleur. Et vous allez avoir finalement un onduleur sur un panneau. Le panneau d'à côté, il aura son propre micro-onduleur, etc., etc. Et tous les micro-onduleurs vont cette fois-ci être mis en parallèle sur le côté alternatif. Donc, on va se retrouver avec un bus d'énergie, un circuit d'énergie qui est directement en toiture, qui est en alternatif. Et c'est quand même beaucoup plus simple puisque vos maisons, toutes nos maisons fonctionnent avec du courant alternatif. Nos lampes fonctionnent avec du courant alternatif. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir de l'alternatif aussi longtemps que possible sur une installation photovoltaïque. Et notamment, l'avantage, c'est que l'alternatif, on sait le protéger. On sait le protéger facilement et, j'ai envie de dire, à bas coût. C'est aussi le gros avantage. En matière de sécurité, on va le voir, c'est un des arguments de la technologie, mais vous allez voir que ça permet notamment aux services de secours, en cas de problème, de pouvoir, là, pour le coup, de leur permettre d'intervenir, ce qui n'est pas forcément le cas quand on est sur des architectures centralisées, ou alors, tout du moins, ça demande des manipulations supplémentaires qui sont plus ou moins efficaces et envisageables. Donc, voilà un petit peu comment se présente l'architecture. On n'est que sur l'alternatif et on attaque directement le coffret de protection AC avec le tableau de la maison. Donc, est-ce que réellement, on va
éliminer, du moins, est-ce que réellement on va gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur une installation en emphase par rapport à du string? Ça se discute. Ça se discute, ça dépend des habitudes de travail que l'on peut avoir. On peut gagner du temps. Maintenant, si votre installation string vous prend 2 jours, l'installation micro ne va pas vous prendre une demi-journée. Faut pas abuser non plus. Vous gagnerez un petit peu de temps, oui. Mais voilà, au lieu de 2 jours, vous allez peut-être mettre une journée et demie, par exemple. Ça peut être des idées. Encore que selon les systèmes qui sont exploités, selon les contraintes, les difficultés d'un site, j'ai déjà vu moi des installations de 3 kg en emphase qui sont réalisées en une journée à peine. Une journée, voire un peu moins d'une journée. Tout dépend après des complexités du site, bien évidemment. Donc tout ça, c'est à mesurer. Il faut bien évidemment mesurer ses propos à ce niveau-là. Alors, ça, c'est pour vous poser un petit peu le contexte de base, le concept de base. Maintenant, on va regarder ce qui va se composer cette offre en phase. On va avoir 5 gros arguments et vous allez voir que dans ces différents arguments, certains, pour ne pas dire un, qui est un petit peu le noyau, de l'installation, le noyau de l'offre, va représenter pour vous peut-être, il est presque invisible, je dirais, entre guillemets, mais pour nous, il est signe d'investissement considérable et vous allez voir que il justifie aussi une grande part, dans une grande part, il justifie un petit peu les éléments qui peuvent être annoncés, qui peuvent être fournis. Donc, vous avez notamment l'aspect sécurité qui va rentrer en ligne de compte. Vous allez avoir évidemment la fiabilité, la simplicité, la performance et l'intelligence. On va essayer de vous revoir à quel endroit tout ça se situe. On va commencer par la sécurité. Peut-être que certains ont déjà eu l'habitude d'utiliser les produits en phase. Il y a plein de choses qui ont évolué depuis les anciennes séries. L'aspect sécurité a en soi pas trop évolué. On est toujours sur le même principe. Le fait d'avoir un onduleur, un micro-onduleur par panneau solaire, ça nous donne un énorme avantage qui est notamment de pouvoir travailler en très basse tension de sécurité. C'est-à-dire qu'on a des tensions de fonctionnement qui sont inférieures à 60 volts. Il ne peut pas y avoir à ce niveau-là, avec des tensions comme ça, on ne peut pas avoir d'arc électrique. Ça veut dire que tout simplement, on n'a pas besoin de sectionneur DC et ça veut dire qu'il n'y a strictement aucun risque électrique à ce niveau-là. Et c'est là où on voit déjà tout l'intérêt de ce type de technologie par rapport à des architectures centralisées, où là, on est obligé de faire de la mise en série et donc de travailler avec du 200, 300, 400 volts en continu, chose que vous avez peut-être déjà l'habitude de faire. Je vous en parle parce que clairement, je l'ai fait. Je me suis retrouvé avec des câbles solaires et donc de 250, 280 volts continu avec des câbles solaires qui étaient bien certifiés. Je vous assure que quand vous avez le plus dans les doigts et que les connecteurs ne sont pas certifiés et que vous êtes à 1 centimètre l'un de l'autre et que vous êtes prêt à avoir un vous décollez pas beaucoup. Le fait de pouvoir travailler effectivement à 30-40 volts, c'est beaucoup plus sécurisant et beaucoup plus rassurant pour tout le monde, que ce soit en tant qu'installateur, mais que ce soit en tant que client final. Clairement, moi aujourd'hui, je ne peux pas avoir 300 volts continus sur ma voiture, je préfère très largement n'avoir que 220 volts alternatifs et avoir à peu près 40 volts sur 80 cm de câble, c'est-à-dire entre mon panneau et mon écran. C'est beaucoup plus sécurisant à ce niveau-là. On a également un indice de protection qui est IP67. Ça veut dire quoi? On bataille un petit peu, puisque beaucoup d'onduleurs sont IP65. Peut-être qu'on bataille, peut-être, je ne suis pas sûr. La différence, c'est quoi? C'est que l'IP65, globalement, vous êtes étanche à la poussière, certes, mais vous êtes étanche uniquement à la projection d'eau. L'IP67 vous confère une étanchéité supplémentaire qui est l'étanchéité à l'immersion. C'est-à-dire que le micro-onduleur, il peut clairement être mis sous l'eau. À partir du moment où il est connecté, qu'il est mis sous l'eau, il va fonctionner. Ce n'est pas le problème. Bon, après, vous me direz, le jour où vous aurez une toiture qui sera complètement immergée, je pense que vous aurez d'autres soucis, d'autres questions prioritaires à vous poser par rapport à vos panneaux solaires. Ça, c'est une évidence. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on peut se permettre d'installer des produits également dans les zones qui sont vraiment en bordure de mer. Ça, par contre, c'est un des gros avantages. On a aussi donné quand même un petit peu de capacité à nos micro-onduleurs, notamment le diagnostic à distance. Pourquoi? Parce que les micros ont la capacité de communiquer avec la passerelle, donc on va leur permettre de pouvoir renvoyer des données et inversement, nous, en tant que fabricants, de pouvoir appliquer des mises à jour en cas de besoin. Donc, c'est aussi un gros avantage.
Deuxième gros argument, et celui-ci, c'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est finalement, pour nous, le plus conséquent, c'est l'aspect fiabilité. Pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse, beaucoup se posent la question de se dire: «Ah oui, mais je vais mettre un onduleur sous chacun des panneaux, c'est sous la toiture. Si ça tombe, c'est sous le panneau, c'est en toiture. Si ça tombe en panne, ça va être compliqué à dépanner». Notre travail, justement, en tant que fabricant, c'est on connaît cette problématique. Donc, notre travail, c'est de faire en sorte que vous ayez besoin de monter en toiture pour remplacer les micros le moins souvent possible. Ça, c'est notre boulot. Donc, on va faire en sorte, on va concevoir le produit, la technologie, de telle manière à ce qu'elle tombe en panne le moins souvent possible. Ça, c'est un énorme, c'est un objectif chez Enphase qui est juste absolument incroyable parce qu'on est les ressources qui vont en face. Je vais essayer de vous donner deux, trois anecdotes, vous allez comprendre un petit peu pourquoi. Euh, dans ces aspects, il y a tous les tests qu'on va voir, vous allez comprendre un petit peu tout ça, mais il y a également plein de paramètres qu'on va surveiller. Dans le microonduleur, notamment, on intègre une sonde de température qui nous permet de vérifier comment il se comporte face à l'évolution de la température, je dirais, extérieure, l'hiver, l'été, etc. Souvent, je vous parle de température ambiante sur les documentations. Honnêtement, on n'est pas en mesure de mesurer cette température ambiante. Ce qu'on va mesurer, c'est plutôt la température interne, je le disais. Et là, ce qu'on va vous garantir, c'est le bon fonctionnement du produit, un fonctionnement, je dirais, optimal, c'est-à-dire zéro perte de rendement, zéro perte d'énergie ou de dérating ou quoi que ce soit, entre moins 40 degrés interne au micro-onduleur et plus 85 degrés interne à l'onduleur. Ce qui est assez considérable, hein. Ça vous fait une plage de fonctionnement réellement qui est juste démentielle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au-delà de 85 degrés, on ne va pas arrêter l'onduleur. On va simplement réduire sa puissance. On va donc se déplacer sur la courbe du panneau, sur la courbe IV du panneau, pour finalement prendre un peu moins de puissance en entrée et donc avoir moins de puissance en sortie, ce qui va nous permettre tout simplement de moins stresser les composants, donc de diminuer la hausse de température, voire de l'inverser. Et une fois que la température va retomber en dessous des 85 degrés, on va reprendre un fonctionnement complètement optimum. Si au contraire, la température interne avait tendance à augmenter encore et encore, là, on est température de sécurité qui est à 103 degrés. Et là, effectivement, par contre, on va bloquer l'onduleur, on va l'arrêter complètement. Il va se mettre en sécurité purement et simplement. Bon, avant que vous ayez vraiment un onduleur qui monte à plus de 100 degrés, il va falloir vraiment en mettre un petit peu. Je remets dans le contexte, le micro-onduleur, il est quand même placé sous le panneau. Il est à l'abri du soleil. Donc, celui qui prend le soleil en pleine tête et qui a tendance à chauffer le plus, ce n'est pas le micro-onduleur, c'est plutôt le panneau. Et des études que l'on a pu mener depuis maintenant 10 ans, ce que l'on a vu de manière générale, c'est que entre la température interne du micro-onduleur et la température de surface du panneau, il y a en moyenne entre 7 et 10 degrés d'écart. Et en général, même pas en général, c'est tout le temps, dans 100% des cas, c'est bien le panneau, la température du panneau qui est plus élevée que celle du micro. Donc, ça veut dire que si vous avez un micro-onduleur qui est à 70 degrés globalement en interne, considérez que votre panneau et les cellules sont aux alentours de 75-77 degrés pour faire très très simple. Voilà, donc, et ça, c'était valable. Je dirais que c'était vraiment valable. En plus, quand on faisait l'intégration intensité, dès lors qu'on est en surimposition, vous avez énormément d'espace entre l'arrière du panneau et la toiture. Vous avez des lames d'air de ventilation qui sont assez conséquentes. Et par expérience, on a plutôt été, on tourne plutôt dans les 60-62 degrés interne au micro. On a quand même de la marge avant vraiment que on atteigne les températures, je dirais, d'alerte par rapport à ça. Vous voyez, l'aspect température, beaucoup se posent la question, beaucoup ont peur de cet élément, alors qu'en fait, il n'y a strictement aucun risque de monte en température des produits. Ils sont conçus vraiment pour accepter tout ça sans aucune difficulté. Notre travail également, c'est, je disais, baisser justement les nombres d'interventions. Et alors, on a un objectif qu'on n'a effectivement pas encore tout à fait atteint avec la gamme IQ pour le moment. Notre objectif était effectivement d'avoir ce qu'on appelle un taux de défaillance de 1 pour 10 000 micros. C'est-à-dire qu'on voulait avoir tous les 10 000 micro-onduleurs installés, un micro-onduleur en panne. On ne l'a pas tout à fait atteint. À l'heure actuelle, de mémoire, je crois qu'on doit avoir un taux de panne de l'ordre de 1 pour 5 000, je crois, quelque chose comme ça. Alors, c'est moins bien que ce qu'on voulait, mais ça reste quand même considérable puisqu'il faut 5 000 micros installés pour avoir un micro en panne. Donc, on va se remettre dans le contexte. Imaginez-vous, vous, en tant qu'installateur, et vous dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'installe
un système de 10 panneaux de 10 micros chez un client, est-ce que ça veut dire que potentiellement, je vais y retourner sur la durée des 20 ans ou des 25 ans de garantie? Ça veut dire non. Il faudrait que vous installiez 5000 micros, donc 500 systèmes, pour en avoir un à changer. Eh ben, j'espère que vous allez réussir à installer 500 systèmes en une année. Je vous le souhaite. On sera tous très, très, très heureux de voir ça. Et à ce moment-là, je vous offre la bouteille de champagne, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez, ça veut dire quand même qu'il y a potentiellement peu de chances que vous retourniez sur une installation. Maintenant, je vous mets au défi de me dire que sur un ondular string, vous allez le faire tenir pendant 20-25 ans sans avoir à le remplacer. Il y a peu de probabilité, voire zéro. Donc, vous serez obligé d'y retourner. C'est-à-dire que sur 100% de vos installations, au bout de 20 ans, vous serez retourné à minima une fois sur les installations pour remplacer l'onduleur. Ce qui, de fait, avec des micro-ondes, sur les véhicules ne va pas être le cas. Vous voyez un petit peu la différence, ce n'est pas tout à fait comme ça. C'est pour ça qu'on préfère ça avec du micro, très clairement. Ça nous permet aussi, ça c'est un gros argument, ça nous permet de vous proposer la 25 ans de garantie nativement sur les micro-onduleurs. Je dis bien nativement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'extension de garantie possible. Il ne faut pas nous demander, c'est parce que je parle d'extension à 50 ans. Déjà 25 ans, c'est pas mal, il me semble. Tous les panneaux sont garantis 20 ans, 25 ans en général. Les onduleurs string sont sur des garanties de 5 à 10 ans. Vous pouvez avoir des garanties supérieures, mais ce sont des extensions de garantie payantes, ce qui n'est pas le cas avec nous. Vous achetez un micro-onduleur, dès lors que le système est raccordé sur Internet avec un MOI et une activation sur Internet, vous bénéficiez de la garantie des 25 ans sur le produit, ce qui n'est pas négligeable. Et c'est aussi un gros argument auprès de vos clients. Il ne faut pas hésiter à s'en servir. Toujours dans la fiabilité, je dis que c'est un gros morceau, on n'a pas fini encore après 2-3 slides à voir dessus. Ici, je vous montre un petit comparatif, parce que souvent, on a souvent tendance à dire, oh là là, on va mettre de l'électronique en toiture, c'est un peu, ça risque de panne, c'est bizarre, etc. On va essayer de voir les choses autrement. Et je vous ai comparé ici, alors c'est très, j'ai pas pris une marque particulière, hein, c'est très générique, hein, je dirais ici comme information, mais je vous ai mis au milieu le nombre de composants moyens que l'on peut avoir dans un ondular string. Et donc, ce nombre est situé entre 1200 et 1500 composants pour effectuer 3 fonctions principales que sont bien, le MPPT, que sont la conversion d'énergie et que sont le découplage du réseau conformément bien, à la VFR 2019 qui actuellement est en vigueur depuis début de cette année. Vous avez à droite la solution des optimiseurs. Donc, pour rappel, les optimiseurs, c'est on prend la fonction MPPT qu'on va mettre sous chacun des panneaux. Pour autant, on va rester sur une architecture centralisée et on va avoir un gros ondular string qui va être au garage pour effectuer la conversion d'énergie et le découplage du réseau. L'optimiseur, lui, à lui tout seul. Donc, juste pour la fonction MPPT, on a déjà pas loin de 300 composants. Et on a toujours notre gros ondular string qui, lui, va posséder peut-être à peu près 1000 à 1200 composants. Donc, finalement, ça ne change pas grand-chose. Et puis, à l'inverse, de l'autre côté, on a la gamme IQ d'Emphase, où là, on va avoir 360 composants dans le produit pour effectuer les 3 fonctions, justement, pour effectuer notre MPPT, notre conversion d'énergie et le découpage de réseau. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à développer notre propre opus sur une programme, ce qu'on appelle un ASIC. Et globalement, ça nous permet tout simplement d'intégrer un maximum de fonctions. Et plus on intègre un maximum de fonctions dans cette opus, moins on a de composants externes. Donc, moins on a de risque de panne. Parce que ça veut dire qu'on informatise un petit peu le produit au maximum, et ce qui nous permet aussi du coup de pouvoir faire énormément de maintenance à distance. C'est-à-dire que globalement, plus je rends mon produit intelligent, plus je diminue la possibilité d'avoir des interventions en toiture. Puisque dans ce cas-là, c'est-à-dire que nous, à distance, on va pouvoir appliquer des correctifs logiciels quand c'est nécessaire pour corriger des problèmes, je ne sais quoi, ce qui évite justement de se rendre sur place et de remplacer potentiellement un produit. Et c'est déjà arrivé. On a déjà fait ça sur le système et ça évite beaucoup de choses. Je vous donne juste un exemple. Il y a eu quelques années en arrière, de mémoire, c'était en 2013, je crois. Il me semble que c'était 2013, où il y avait eu une évolution des réglementations en Belgique, notamment, où il fallait appliquer un nouveau profil réseau, donc des nouvelles règles de découpage sur le réseau,
pour les onduleurs, pour tous les systèmes photovoltaïques raccordés sur le réseau belge. Et le problème était que eh bien, ce changement de règle était rétroactif. Donc, toutes les installations qui étaient antérieures à la date au moment où la loi entre guillemets est passée, eh bien, il fallait également les mettre à jour avec ces nouvelles règles. Tous ceux qui posaient de l'installation de l'onduleur string ont dû malheureusement repasser chez tous les clients pour mettre à jour les onduleurs, ce qui a représenté un coût considérable puisque justement, eh ben, c'est du temps, c'est de l'argent par conséquent qui va être investi là-dessus. Tous ceux qui étaient en emphase, aucun installateur n'est repassé chez les clients. On a fait la mise à jour directement depuis Enlighten, ce qui est quand même pas négligeable, puisque du coup, eux ont pu continuer eh bien, leur développement, ils ont pu continuer à développer leur marché, leurs clients, aller chercher de nouveaux clients, de nouvelles installations, pendant que les autres, malheureusement, devaient repasser chez leurs clients existants pour faire ces fameuses mises à jour. Nous, on s'est chargé de faire les mises à jour à distance, ce qui est quand même largement plus intéressant. Donc, vous voyez, le fait de rendre le système plus intelligent, ce n'est pas négligeable non plus. Alors, restons encore un peu, si vous le voulez bien, sur les aspects de qualité, de fiabilité. Pour vous expliquer un petit peu comment on teste les produits, vous savez que pour obtenir par exemple des certifications en termes d'étanchéité, notamment l'IP67, vous avez des tests industriels, des tests qui sont à passer, qui impliquent certaines contraintes, notamment dans le standard de base, qu'on appelle le standard DEMA. On impose un cycle thermique négatif, c'est-à-dire qu'on n'applique pas des variations de température, on fait une immersion pendant 30 minutes, on ne met surtout pas le produit en fonctionnement, on regarde juste s'il est étanche. Ça, c'est ce que veut le standard. Si vous procédez à ce test de cette manière-là, vous êtes classé IP67, si vous le respectez, c'est très bien. Ce que nous, on a déclaré comme étant le standard pour obtenir un IP67, ça va être, on prend ce standard et on va le durcir beaucoup plus. C'est-à-dire que là, on va appliquer des cycles thermiques. Le temps d'immersion, on va le rallonger. C'est pas 30 minutes, on va le faire pendant 240 minutes. On va également mettre notre produit en fonctionnement. Et on va regarder si à l'issue de tout ça, on est toujours étanche. Si c'est le cas, là oui, on est test 107. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que, et ce n'est pas que pour l'étanchéité, hein, si on prend d'autres tests, notamment la 6230, qui est les tests appliqués sur les modules, on fait exactement la même chose. On prend le standard qui est demandé et puis on va le durcir. Vous voyez, on fait des cycles on fait 600 cycles au lieu de 200. On va faire tourner la machine pendant 1500 heures avec de la chaleur, de l'humidité, etc., alors que c'est 1000 heures qui seront recommandées. Voilà, on va vraiment durcir les cycles. Et c'est si à l'issue de ces critères bien plus compliqués que ce qu'on peut avoir habituellement, on valide le standard, là, on va dire, OK, on est conforme à la norme, il n'y a pas de problème. On va chercher vraiment, vraiment loin le système. Ce qui nous intéresse, c'est de voir à quel moment on peut, je dirais, tuer le micro-onduleur. C'est aussi ce qui nous permet derrière de vous garantir les 25 ans de garantie. C'est ce qui nous permet de vous dire, bah voilà, on sait que le produit, il est fiable. On sait qu'on a un taux de panne de 1 pour 5000, de 1 pour 10 000, sachant que les objectifs à terme sont sur les prochaines générations d'arriver sur des taux de panne de 1 pour 20 000, ce qui est considérable. Donc voilà, tout ça, c'est parce que on a des process de fabrication, des process de test qui sont vraiment, vraiment complexes et vraiment extrêmement sûrs pour vous permettre d'avoir des produits de grande fiabilité derrière. Bon, je pourrais vous en passer pas mal sur des histoires de tests comme ça. Ce n'est pas le but de la manœuvre, ce n'est pas le but de la matinée non plus. Mais voilà, même chose, sachez que tous les produits sont testés plus d'1 million d'heures globalement en chambre climatique. Donc, on leur fait faire des variations dans tous les sens pour voir comment ils se comportent. Donc, on va chercher vraiment très, très loin. Quand je vous disais que la fiabilité, c'est un pôle chez nous qui est extrêmement important dans l'offre, dans la technologie que nous développons, c'est pas pour rien. Historiquement, on n'a pas eu d'état d'âme. Je parle de ça, c'est 9 ans en arrière à peu près. On n'a pas eu d'état d'âme pour faire des blocages sur la livraison de certains produits parce qu'on a vraiment tout sur des procédés de fabrication, sur des composants. Et du coup, on a vraiment tout bloqué. Plutôt que d'envoyer des produits chez les clients et de dire on sait qu'on va devoir les remplacer, on a préféré ne livrer personne pendant peut-être 3-4 semaines, 6 semaines, je ne me rappelle plus exactement. Et derrière, on a simplement fait nos vérifications pour ensuite justement renouveler les clients et corriger le problème éventuel. C'est juste parce qu'on avait des doutes.
Donc, voilà, pour vous dire que la fiabilité chez nous, c'est quelque chose de très, très, très important puisqu'on connaît la problématique des installateurs, à savoir, oui, le produit sous le panneau, il y a un toiture, c'est pas forcément facile. Et donc, autant faire en sorte que si on touche une fois pour l'installer, faisons en sorte qu'on n'y revienne pas. Maintenant qu'on a parlé du gros point qui était justement la partie fiabilité, regardons un petit peu où la techno se situe en termes de simplicité, puisque si nous, on passe beaucoup de temps à faire quelque chose de fiable, de sécure, de tout ce qu'on veut, il faut aussi qu'on fasse en sorte que ce soit extrêmement simple pour vous en tant que professionnel, parce que plus c'est simple pour vous, plus vous allez gagner du temps sur votre installation, sur le design de l'installation, et c'est ça aussi qui nous intéresse. Et donc, comment on fait? Un des points qui est non négligeable, c'est justement quand vous prenez une architecture centrale, vous travaillez avec de l'ondular string, pour un projet donné, vous allez devoir faire certains calculs pour est-ce que mon onduleur est adapté. Si je prends une installation qui a 3 pans de toiture différents, je vais donc avoir besoin d'un onduleur qui possède à minima 3 fonctions MPPT, donc 3 trackers intégrés, où je vais devoir prendre 3 onduleurs, etc., etc. Donc, ça vous demande de devoir gérer pas mal de références, de faire quand même quelques calculs, quelques études, etc. Alors, ça se fait. Mais l'avantage de la techno du micro, c'est que derrière, on ne se pose pas toutes ces questions. Le micro-onduleur, c'est clairement, je prends mon micro, je le mets avec mon panneau et je ne cherche pas à savoir si je dois changer de micro parce que j'en ai un qui est à l'est, l'autre au sud. On s'en fiche totalement. Tous les micros sont indépendants. Donc, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Vous ne gérez qu'une seule référence pour tous vos projets. C'est quand même vachement plus facile. Côté installation, je veux dire, si vous êtes en capacité, c'est comme ça que moi je présente la chose, si vous êtes en capacité d'installer, je dirais, un tableau sur votre mur, par exemple, vous saurez installer un micro. Si vous êtes capable de brancher une lampe de chevet dans une prise électrique, je pense que vous serez capable de brancher un micro de là parce que c'est le même principe. Hein. C'est une prise qu'on branche sur un câble, sur une rallonge et on en parle plus. Donc, c'est quand même relativement facile. En termes de performance, également, quelque chose de très, très intéressant, puisque au-delà d'être simple, il faut aussi qu'on puisse vous apporter une valeur ajoutée en termes de productible sur les installations. Et le fait de pouvoir rendre les panneaux totalement indépendants les uns par rapport aux autres va nous permettre de pouvoir gagner en termes de production, puisque quand vous avez des ombrages sur une installation, sur une architecture centralisée, un ombrage sur un panneau va de fait entraîner une baisse globale de la puissance de toute l'installation, parce que l'onduleur va devoir travailler avec la moyenne de tout le monde. Sachant qu'il y en a un qui est vraiment un ou deux qui sont un petit peu à la pêche par rapport aux autres. Ce qui ne va pas être le cas avec du micro, puisque si vous avez le même principe, un ombrage sur un panneau, par exemple, vous allez avoir une baisse de puissance sur ce panneau. Vous avez une baisse de puissance sur ce panneau. Par contre, vous n'aurez pas de baisse sur les autres panneaux, tout simplement. Les autres vont pouvoir fonctionner à pleine puissance par rapport aux conditions dans lesquelles ils sont placés. Donc ça, c'est le gros avantage. Il faut savoir que sur une maison résidentielle, dans le marché résidentiel, moi, quand j'entends les gens me dire il n'y a pas d'ombrage, il n'y a pas d'ombrage, une toiture sans ombrage, ça n'existe pas. Il y a toujours de l'ombrage pour la simple et bonne raison, c'est que vous avez un ombrage de base qui est la météo, que sont les nuages, et on a l'avantage avec le micro de pouvoir jongler, entre guillemets, j'ai envie de dire, avec ces histoires de nuages, puisque votre nuage va passer, par exemple, au-dessus de la toiture, il va aller sur le premier, deuxième, troisième module, puis quand il va passer sur le quatrième ou cinquième, il va commencer à libérer finalement le premier module et peut-être le deuxième. Donc dans ce cas-là, ces deux-là vont commencer à reproduire le maximum de puissance, ce qu'on n'aurait pas avec une architecture centralisée. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va agir sur ce pôle-là. On va pouvoir également travailler, profiter, j'ai envie de dire, c'est plutôt comme ça qu'on va l'amener, on va pouvoir profiter des tolérances qui existent entre les panneaux. On va pouvoir profiter des différences natives entre les panneaux, donc qui peuvent être de 1, 0,5, 2% chacun entre eux. Donc ça, c'est très bien. Donc ça va nous apporter un petit peu d'énergie supplémentaire à l'année. On a également un petit concept qu'on a développé, qu'on a breveté, qui s'appelle le burst mode, qui est intégré dans chaque micro, qui consiste tout simplement, si je prends l'exemple du matin, quand le soleil se lève, il y a très très peu de lumière qui atteint les panneaux, et par conséquent, les panneaux ne sont pas en capacité de donner suffisamment d'énergie aux onduleurs pour que ceux-ci puissent produire de l'énergie normalement, c'est-à-dire rentrer en phase MPPT, etc. Un onduleur strict, lui, va avoir besoin que tous les panneaux soient illuminés pour faire quelque chose. La différence, c'est que nous, on aura besoin qu'un seul panneau soit illuminé pour qu'on fasse quelque chose. Mais on a quand même cette problématique de seuil de démarrage.
Pour autant, quand on n'atteint pas ce seuil de démarrage, le panneau il reçoit un petit peu de lumière, il nous donne un petit peu d'énergie. Donc, on ne va pas la perdre, cette énergie. On va essayer de la stocker, tout simplement. Et dès qu'on aura stocké suffisamment et qu'on aura atteint un seuil nous permettant de la convertir, même brièvement, en énergie électrique passée, on va le faire. Et ensuite, on va restocker, etc., jusqu'à ce que le panneau reçoive suffisamment de lumière pour fournir suffisamment d'énergie pour produire normalement. Et c'est ce qu'on appelle le burn-on. Et tout ça, ça va nous apporter peut-être 0,5-1% sur cette fonction. Et comme on va venir aussi profiter des différences de panneaux, des ombrages, etc., en fait, on va pouvoir avoir des gains de production par rapport à l'architecture centralisée qui sont quand même plus conséquents. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que même si effectivement on vous annonce peut-être entre 6 et 10% de plus par rapport à un modulaire string, entre 2 et 4 de plus par rapport à des solutions d'optimiseurs parce qu'ils ont, eux, la fonction MPPT qui est intégrée sous les panneaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là où on va être très fort, c'est que on va créer une énorme différence pendant l'hiver, le printemps, l'automne, puisqu'on va être bien dimensionné par rapport aux panneaux. Et peut-être que l'été, l'ondular string aura à un moment donné un tout petit peu plus d'énergie de production qu'en fait. Peut-être, ça dépendra des sites, mais on aura créé un écart tel le reste de l'année que l'ondular string n'aura de toute façon pas les capacités de nous rattraper. Et c'est pour ça que de toute façon, on aura toujours des performances supérieures aux ondular string, très clairement. Et même ce qu'on a vu sur les optimiseurs, on a toujours des performances supérieures qui sont plus réduites. Je le disais parce qu'ils ont le MPPT sous chaque panneau, mais on a toujours des performances supérieures. C'est ça l'avantage. Côté monitoring, je vous ai mis quelques aperçus écran de la partie du visuel client final. Je vous ai mis des visuels client final. On a tout au-dessus la version My Enlighten qui est, je dirais, je la trouve assez ludique. Puisqu'on va retrouver dessus les graphes de production, les graphes de consommation, les graphes de stockage, avec un petit peu la répartition des sources d'alimentation. C'est plus ou moins clair, je le concède, et c'est pour ça que derrière, on vous a mis les screenshots de l'application mobile Enlighten Wheel, où là, je la trouve beaucoup plus parlante, notamment celle qui est complètement à droite, où on a carrément la consommation de la maison, je dirais, au global depuis le début de la journée, et on a de part et d'autre ce qui a été apporté par le réseau électrique, ce qui a été apporté par le système solaire et ce qui a été apporté par le système de stockage, si tant est qu'on ait du stockage installé chez le client. On a rajouté par rapport au screenshot qui est affiché, on a rajouté le taux d'indépendance également par rapport au réseau, ce qui donne une belle indication finalement de son autonomie par rapport à son distributeur d'énergie. Ça donne un petit peu un certain sens économique qu'on peut pouvoir réaliser sur sa consommation habituelle. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le résumé de pourquoi en face se place extrêmement bien sur le marché du résidentiel. J'insiste sur le marché du résidentiel, puisqu'on n'est pas encore bien présent sur le marché du tertiaire. Ça viendra, on a des produits qui vont arriver pour ça. Et là, vous avez vraiment les principaux arguments, je dirais, en faveur de la technologie. Donc ça, c'était vraiment dans le concept. Maintenant, on va rentrer, si vous voulez bien, on a encore un peu de temps, c'est très bien. On va rentrer dans la partie qu'est-ce qui compose finalement toute cette offre, puisqu'on vient de faire un petit peu l'argumentaire. Maintenant, il y a encore des éléments à voir. Je vous ai remis un petit peu le schéma de tout à l'heure, avec on retrouve les micros, le système de câblage, l'envoy, etc. On ne va pas repasser du temps dessus, on va juste regarder 2-3 infos un petit peu plus techniques. Et ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer la gamme de micros que l'on peut vous proposer. Alors, première chose, sur la partie micro, pour ceux qui sont familiers avec ce type de symbole, j'aime pas dire qu'on est sur un boîtier plastique. C'est une manière, en tout cas facile d'imager les choses, mais réellement, on est sur un boîtier polymère et qui est ce qu'on appelle en double isolation, c'est-à-dire qu'on est de classe 2. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'il n'y a pas besoin de mettre le micro-ondulaire à la terre, que ce soit sur le plan électrique, mais que ce soit sur le plan structurel. C'est-à-dire qu'à l'inverse des panneaux, à l'inverse des systèmes de racking que vous pouvez utiliser, où eux, vous êtes obligé de tirer une ligne de terre et de les raccorder à la terre, ce n'est pas le cas au niveau des micros. Alors, c'est un gros avantage, puisque sur les anciennes séries, on était obligé de le faire.
Et ça impliquait bien évidemment des cheminements de câbles supplémentaires, ça impliquait de la manutention supplémentaire, donc du temps en plus et un coût en plus. Dorénavant, ceci n'est plus nécessaire. Donc, vous allez pouvoir, en tant qu'installateur, gagner du temps par rapport à ces éléments-là. En termes de rendement, toute la gamme IQ a le même rendement. On est sur 96,5% de rendement européen, ce qui est extrêmement bien. Attention, beaucoup vont avoir tendance à me comparer ça avec des onduleurs qui possèdent 97-98% de rendement. Attention, ces onduleurs sont généralement des onduleurs sans transformateur, sans isolation galvanique entre le côté DC et le côté AC. Dans la technologie en fait, il y a toujours eu et il y aura toujours un transformateur d'isolement. Donc, on a une séparation galvanique entre le côté DC et le côté AC. C'est pour ça que le rendement est toujours là, un petit peu inférieur. Et quand vous comparez, quand vous comparez avec tous les onduleurs avec transformateur, vous allez voir qu'en termes de rendement, on se place dans le haut du panier. On fait partie de la partie haut du panier, donc on est quand même bien placé. On a un seul produit pour toute la planète, c'est-à-dire que si je prends la IQ7 que KDI peut proposer, je peux l'installer en France, je peux l'installer en Chine, je peux l'installer en Afrique, je peux l'installer en Australie, c'est exactement le même. On aura simplement une mise à jour logicielle implantée dans l'onduleur pour que celui-ci devienne compatible avec le réseau électrique local. Tout simplement, c'est aussi un gros avantage. Et on a intégré dans ces nouveaux produits des fonctions standards pour être d'ores et déjà compatible avec les réglementations en vigueur, mais pour être d'ores et déjà compatible avec les futures réglementations qui vont arriver d'ici quelques temps. Côté connectique DC, on a mis ça sur un adaptateur. Comme ça, on vous fournit par défaut de la connectique MC4 sur l'adaptateur. Vous pouvez tout du moins demander à avoir une connectique H4. Donc, c'est du MC4, c'est du compatible MC4. Il suffit de le demander à la commande et à ce moment-là, l'adaptateur sera, le connecteur DC sera modifié à la commande. En termes de produits purs, on a 4 micros qui sont présents dans la gamme. On a l'IQ7. Je vous ai mis ici quelques infos sommaires sur les produits, notamment les puissances maximum que peuvent atteindre les micros. L'iQ7, on est sur 250 watts. Alors 250 VA réellement, mais on va faire simple. Chez le résidentiel, on va parler en watts. Donc 250 watts max. Ce micro, il est conçu pour les modules 60 cellules. Et il peut monter, en tout cas, on peut lui mettre des modules jusqu'à 340, 350 watts crête à peu près. Attention, c'est à titre indicatif ce que je suis en train de donner sur la partie puissance. Si vous voulez plus d'infos là-dessus, je vous invite à me le dire et à regarder un petit peu toutes les vidéos qu'on a pu faire sur la partie dimensionnement notamment. Et les équipes de KDI sont également formées sur le bon dimensionnement du bon micro avec le bon panneau et ils vous expliqueront tout ça. On peut avoir sur l'IQ7 jusqu'à 15 micros maximum sur un circuit 20 ampères monophasé. L'IQ7 Plus, on est sur un produit qui va avoir une puissance max de 295 watts. Il est fait pour les panneaux 60 et 72 cellules. C'est la différence. On peut avoir des panneaux jusqu'à 440 watts et on va avoir 12 micros maximum sur le circuit 20 ampères. L'IQ7X, lui, on est sur 320 watts. 87 et 104 cellules principalement, donc je vais te donner pour qui ils ont été principalement adaptés et développés. Et on va pouvoir avoir 11 micros maximum sur un circuit ampère. Et le tout dernier qui est arrivé il y a quelques mois dans la gamme et que notre partenaire KDI va proposer, c'est la Q7A avec une puissance max qui va beaucoup plus haut. On est à 366 watts maximum. On est compatible avec les panneaux 60, 66 et 72 cellules. On peut avoir des panneaux jusqu'à 460 watts crête et même plus sans hésiter. Par contre, vous n'aurez que 10 micros maximum sur le circuit ampère. Bien évidemment, plus le micro monte en puissance, moins il y a d'onduleurs sur un circuit ampère qui est tout à fait logique. Et les 4 micros ont globalement les mêmes avantages, je dirais, les mêmes argumentaires, pour ça que je ne les développe pas plus, mais l'IQ7A est vraiment là pour correspondre à tous les nouveaux panneaux qui arrivent, tous ceux qui montent dans les 400 watts, 390, 400 watts crête, tout simplement. Ensuite, on va avoir la passerelle de communication Envoy qui, elle, va être là pour récupérer toutes les données des onduleurs, envoyer toutes ces informations sur la plateforme de monitoring. Elle va pouvoir également surveiller en temps réel la consommation et la production avec l'adjonction des pinces de mesure, des tores de mesure, communément appelés les CT. Souvent, on trouve ces termes-là dans les documentations.
Et elle intègre, pour ceux qui ne le savent pas ou qui se poseraient éventuellement la question, elle intègre les capacités de ce qu'on appelle de zéro export. C'est-à-dire qu'on peut bloquer l'export du système sur le réseau comme on pourrait limiter cette puissance injectée. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir la fonction sur l'installation, rajouter une fonction de eh bien, je veux que mon système puisse générer du surplus d'électricité, mais dans une limite maximum de 6 kilowatts. Par exemple, pour ne pas basculer sur un système triphasé. Exemple typique, mon client a un abonnement 12 kVA monophasé. Je lui vends un système de 12 kilocrêtes en autoconsommation avec de l'emphase. Typiquement, si je m'arrête là, je suis censé passer le système en triphasé. Je n'ai pas envie. Donc, à ce moment-là, je vais m'engager à mettre une fonction qui va limiter mon export à 6 kg. Et de cette manière, eh bien, je resterai sur un raccordement monophasé aux yeux d'Enedis, ce qui est quand même beaucoup plus simple. Donc voilà côté Envoy. Évidemment, j'ai parlé de la VFR 2019 tout à l'heure. L'Envoy est d'ores et déjà compatible et depuis longtemps compatible avec cette norme qui font venir depuis le début d'année. Pour ceux qui ont connu les anciennes séries de micro-onduleurs, l'IQ7 est quand même 30% plus léger que les anciens produits, ce qui est quand même pas négligeable. Ça va gagner pas mal de place dans la logistique, dans le packaging, etc. Au niveau du câblage, c'est pareil. Étant donné que le produit est classe 2, on n'a plus que 2 conducteurs, phase et notre pôle phasé. Donc ça fait un conducteur de moins par rapport aux anciens systèmes de câblage. Donc c'est 30% de cuivre en moins. C'est pas négligeable, ça fait du temps en moins, ça fait plus de facilité lors de la manipulation, que ce soit en logistique, que ce soit dans le camion, que ce soit sur l'installation. Donc c'est un gain de temps. Donc c'est quand même pas négligeable les avancées par rapport à ça. Ça, c'est un petit récapitulatif de ce qu'on vient d'évoquer, donc on ne va pas le refaire. Ce qui m'intéresse très brièvement ici, c'est bien de vous rappeler que vous savez comment, vous l'avez vu comme moi, la puissance des panneaux augmente régulièrement. Alors c'est vrai qu'on était sur une tendance depuis quelques années, ça a augmenté, je dirais, gentiment. Et là, depuis quelques temps, on a eu un accroissement de la vitesse d'augmentation. Tous les trimestres, on prend facilement 15 watts crête de plus sur les panneaux. Donc, on se doit, nous, en tant que fabricant, on se doit, quand on prévoit, quand on développe un produit, on se doit de le développer, de vous proposer un produit qui est compatible avec les panneaux actuels, mais aussi qui va être compatible, qui est de fait compatible avec les produits qui vont arriver, tout simplement. Et ça aussi, un avantage, c'est que justement, ça nous permet d'optimiser le ratio euro au watt de l'installation. Donc, vous le verrez dans différents supports de formation, mais des fois, sur un panneau de 370 watts crête, mettre un IQ SATA n'a pas forcément une pertinence réelle. En tout cas, une pertinence économique. Le retour sur investissement n'est pas forcément meilleur. Il vaut mieux rester sur un IQ 7+, des fois, parce que ça vous permet de produire quasiment la même chose pour un prix du micro qui est moins élevé. Donc, du coup, ça vous permet d'optimiser clairement votre installation. Mais là-dessus, je vous laisserai revenir vers les équipes de KDI par rapport à tout ça. On a encore quelques petits slides à regarder ensemble et ensuite on pourra passer à la partie questions-réponses. J'ai eu l'impression de devoir passer pas mal de questions, donc ça laisse supposer des sujets de discussion intéressants. Je vous ai remis ici les 3 gros morceaux finalement qui composent la techno, qui composent l'offre, le micro, évidemment pour tout ce qui est conversion d'énergie, qui est la chose essentielle. On a la passerelle de communication qui va récupérer toutes les données des micros et qui va envoyer ça sur la plateforme LLM qui, elle, permet une visualisation graphique de toutes ces valeurs qui ont été générées par les micros et la passerelle qui permet de faire du diagnostic préventif et en partie un petit peu curatif. On a quelques accessoires que je vous les présente, puisque tous ces micros, il faut bien les brancher entre eux. Donc, on a ce qu'on appelle un Q-cable, qui est finalement un gros câble AC avec des prises dessus. Souvent, on peut entendre les installateurs parler d'une guirlande. C'est un peu ça, c'est une sorte de guirlande. Moi, j'appelle ça une rallonge, une multiprise. On peut lui donner un petit peu tous les noms qu'on veut. L'idée, c'est que vous voyez sur la photo, on va livrer
chez le distributeur un carton avec un certain nombre de connecteurs. Et vous, en tant que professionnel, quand vous allez passer commande auprès de Cali, vous allez dire, voilà, j'ai un projet, il y a 3 kilos par exemple, ou de 6 kilos, j'ai besoin de 24 microonduleurs, 24 connecteurs, portraits, paysages, monophasés, etc., etc. Et lui va directement dans son carton prendre les 24 connecteurs, couper et vous fournir une longueur de 24 connecteurs, tout simplement. Donc, c'est pas vous achetez au connecteur, vous commandez un nombre de connecteurs, mais vous allez recevoir une rallonge avec un certain nombre, une multiprise avec un certain nombre de prises dessus, tout simplement. On a également d'autres petits accessoires qui sont un petit peu plus, je dirais, comment on pourrait dire, consommables, que je vous invite à avoir toujours un petit peu en stock dans votre camion. Ça sert toujours. Des bouchons d'étanchéité qui peuvent être utilisés sur des connecteurs qui seraient inutilisés sur votre installation. Je prends, je sais pas, je prends un système en 2x5, 2 lignes de panneaux, 2 lignes de 5 panneaux en portrait, par exemple. Eh bien, il est possible que quand je passe de la ligne du bas à la ligne du haut, dans le virage, je n'ai pas assez de Q-cable et peut-être que plutôt que de tirer, de mettre le câble en tension, ce qui n'est pas recommandé, peut-être que c'est plus pertinent de laisser un connecteur au milieu qui ne servirait à rien. Et à ce moment-là, on va venir le protéger avec son petit bouchon d'étanchéité, ce qui permet ensuite d'aller correctement sur la ligne du haut et d'avoir une installation, un câblage qui est relativement propre. On va avoir un embout de terminaison qui va être placé à l'extrémité du Q-cable en toiture pour justement isoler et protéger les conducteurs qui vont rester sous tension. Et puis, on va rendre ça complètement étanche. On a un outil de déconnexion qui est disponible, qui va vous permettre de déconnecter bien les micros du Q-cable, déconnecter les adaptateurs DC sur les micros, qui va vous permettre de déconnecter les connecteurs MC4 et qui permet également de déconnecter les micros qui sont directement scellés sur les panneaux quand on travaille sur ce qu'on appelle le ACM, c'est-à-dire les modules AC. On a des petits connecteurs à sertir également qui sont disponibles à sertir avec une pince MC4, attention, qui sont là plus pour quand on a des rallonges de câbles à faire pour aller d'un champ à un autre. Par exemple, je dois passer du champ est au champ sud. Là, ce type de connecteur peut être exploité avec des câbles scoop pour justement faire la rallonge pour éviter de faire de multiples connexions, de multiples boîtes de dérivation un peu partout. On peut également vous fournir, alors là on le fait beaucoup moins souvent, soyons très honnêtes, mais on peut vous fournir sur demande du câble souple en 2,5 carrés avec 2 conducteurs qui est justement prévu pour faire ces fameuses rallonges. Vous pouvez demander directement à Camille le type de câble. À ce niveau-là, c'est pareil, il n'y a pas d'obligation de passer par ce câble. Sachez, voilà, ça reste une possibilité. Ça reste une possibilité de vous la présenter. Principe de fonctionnement, principe de câblage, je dirais, vous l'avez ici à l'écran, on va retrouver en toiture la boîte de dérivation qu'on voit ici en bleu et on va retrouver, là on a typiquement une installation avec pourquoi pas 3 orientations différentes, 3 pans de toiture différents. On va retrouver depuis la boîte de dérivation un circuit qui va partir vers 3 micro-onduleurs sur la droite avec 3 connecteurs Q-cable en embout de terminaison. On va refaire depuis la boîte de dérivation une autre ligne, je dirais, avec 3 micros, un connecteur inutilisé qui va nous servir pour faire une rallonge pour aller sur le champ d'à côté, sur lequel on aura 3 autres micros, etc., etc. Donc, vous voyez, on est quand même relativement libre. On fait un petit peu ce qu'on veut, entre guillemets. N'oubliez pas qu'on n'est pas sur un circuit d'essai ici, donc on n'a pas les mêmes contraintes. On est sur un circuit AC, un circuit alternatif, donc on a la liberté quand même de pouvoir disposer, de pouvoir brancher les éléments un petit peu comme on le souhaite les uns par rapport aux autres. C'est l'avantage de l'alternative puisque tout est mis en parallèle. L'Envoy un petit peu plus dans le détail. Donc, l'Envoy S, qu'on appelle l'Envoy S Metered, est compatible avec évidemment la gamme IQ des micros en phase, mais est également compatible avec les anciennes séries de micro-onduleurs. Donc, si vous arrivez vous reprenez, je ne sais pas, un fichier client et vous arrivez chez un client qui est déjà équipé en phase, par exemple en autoconsommation, et vous devez faire une extension du système, vous allez donc lui ajouter des IQ. Si votre client a déjà une passerelle NVS, n'allez pas en rajouter une, ça ne sert à rien. Elle est déjà compatible avec et les IQ et les séries M, donc il n'y a pas de souci. Elle peut avoir jusqu'à 600 micros en mémoire, donc ça vous laisse quand même pas mal de marge. Et elle va être capable de faire de la mesure en temps réel de la production et de la consommation avec justement
également les pinces de mesure, les transformations de courant, dès lors qu'ils sont installés. Attention, la passerelle avec les pinces est obligatoire dès lors que vous faites du stockage d'énergie. Beaucoup installent la passerelle sans les pinces de mesure parce qu'il n'y a pas de stockage, c'est une possibilité. Et s'il y a du stockage, il faut impérativement mettre les pinces, c'est une obligation. Et elle est obligatoire avec les pinces si vous mettez en place des fonctions intelligentes de type zéro export ou limitation d'export, des choses comme ça. Et elle peut être connectée sur Internet, en Ethernet, en Wi-Fi ou avec un modem cellulaire. Je rappelle juste que la connexion sur Internet est obligatoire pour qu'il puisse y avoir un suivi et donc une prise en charge par vos équipes en cas de problème. Vous avez également le QRelay qui est obligatoire en France. Le QRelay, il sert notamment à être conforme avec la VFR 2019, ça c'est la dénomination française, qui s'appelle plutôt l'EN 50549. Le QRelay permet le découplage physique de l'installation en cas d'évolution, de variation, de perturbation sur le réseau électrique, tout simplement. Il existe en monophasé et il existe en triphasé. Petit plus pour la version triphasée, c'est que dans ce QRelay triphasé, on a intégré la fonction de coupleur de phase. C'est-à-dire que dans ce cas-là, votre Envoy, avec ce QRelay triphasé, sera capable de communiquer avec l'intégralité, l'ensemble des onduleurs qui sont répartis sur les 3 phases du réseau, tout simplement. Mais je vous rappelle qu'il est obligatoire. Donc attention, ne me faites pas une installation avec des produits de la gamme IQ sans mettre un QRelay. C'est une obligation, il doit être présent, sinon votre installation est non conforme. Donc attention à bien respecter ce point-là. Mais je ne suis pas inquiet puisque le QRelay, que ce soit mono et triphasé, est d'ores et déjà intégré et précablé dans les coffrets AC que KDI vous fournit. Donc il n'y a pas vraiment de risque par rapport à ça. Principe de câblage, principe de fonctionnement, je dirais. Vous l'avez à l'écran, vous retrouvez, on va aller de droite à gauche, on va retrouver le micro-onduleur qui va produire de l'énergie et qui va envoyer de la donnée au travers de la ligne AC. Tout ça va passer au travers du QRelay. Le QRelay est branché sur le disjoncteur 20 ampères. La puissance, l'énergie va partir sur le réseau et au contraire, les communications vont, elles, aller vers l'Envoy directement. Ça, c'est pour le versant monophasé. Pour le versant triphasé, c'est exactement le même. C'est parfaitement le même, à la différence près que les éléments sont un petit peu plus gros, puisque évidemment, on est sur du tri, donc il y a plus de câbles, plus de borniers, etc. Mais le principe reste toujours le même. Dans le détail un petit peu plus, tout ce qui va toucher au monitoring, donc on va retrouver, je le disais tout à l'heure, Mayan Lighten, qui est pour le propriétaire d'installation, l'utilisateur final. On a, comme je l'avais expliqué, une version un petit peu ludique. On va retrouver Enlighten Manager, qui là au contraire est une version beaucoup plus détaillée, beaucoup plus professionnelle du monitoring, qui est dédiée aux installateurs. Et là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous aider, de vous apporter beaucoup d'éléments vous permettant de diagnostiquer l'installation, de comprendre ce qui se passe. Quand votre client vous appelle, j'ai l'impression qu'il y a un onduleur qui ne marche pas, qui produit du onduleur. Vous avez la capacité d'accéder aux informations propres du micro-onduleur. Vous avez la capacité de regarder ce qui se passe en sortie du micro-onduleur, mais ce qui se passe également en entrée du micro-onduleur. C'est-à-dire que vous pouvez même voir ce que donne le panneau au bord du micro-onduleur. Donc, vous êtes en capacité finalement de comprendre un petit peu comment est-ce qu'on pense ce micro-onduleur. Est-ce que réellement il y a un problème ou est-ce qu'au contraire, ce n'est pas plutôt le panneau qui a un problème ou éventuellement est-ce que son fonctionnement est vraiment assez erratique et dans ce cas-là, ça demande, pourquoi pas, une intervention de notre service technique qui pourra éventuellement diagnostiquer et éventuellement soit faire une mise à jour, soit ordonner un remplacement du produit. Vraiment, il ne faut pas hésiter à s'en servir. Enlighten, c'est une grosse machine très intéressante qui vous permet vraiment en quelques clics, en un ou deux coups d'œil, de savoir si vos systèmes, votre parc d'installation, eh bien, vous avez beaucoup de maintenance à procéder ou pas. C'est vraiment un gros outil et il ne faut pas hésiter à s'en servir. Vous avez ensuite des applications mobiles, notamment pour les professionnels, et j'insiste, c'est exclusivement pour les professionnels. Vous avez ce qu'on appelle l'Installer Toolkit, qui est là pour vous permettre de faire la mise en service de votre installation. Donc, ne donnez jamais le toolkit à votre client final parce qu'il ne pourra pas accéder. Ça ne lui servira à rien. Donc, le toolkit est vraiment pour vous en tant qu'installateur, vous permet vraiment de configurer l'installation, de configurer l'envoy, de paramétrer tout ça et de faire en sorte que ça marche tout simplement correctement. Vous avez également la version Enlighten Manager qui est disponible sur application mobile, encore une fois, qui est dédiée
aux professionnels, qui est la version, pareil, détaillée de ce qu'on peut avoir sur Internet. Et au contraire, pour le client final, on va retrouver Enlighten Mobile sur les smartphones, que ce soit iPhone, que ce soit tout ce qui est produit Apple et produits Android, où là, vous le voyez, la présentation n'est pas tout à fait la même, puisque ce qui intéresse le client final, c'est de voir si son système fonctionne correctement et comment il fonctionne. Donc, de voir, par exemple, eh bien, comme on l'a à gauche, eh bien, quelle a été la consommation de la maison depuis le démarrage, quelle a été la part de la production qui a été envoyée dans la conso, qui a été envoyée sur le réseau, qu'est-ce que j'ai acheté chez EDF, qu'est-ce que j'ai mis dans mon stockage d'énergie, etc., etc. Donc, ça lui permet d'avoir un visuel sur comment il produit, combien il consomme et comment il consomme à la journée. Et c'est là où il va pouvoir justement ensuite travailler sur des voies d'économie d'énergie supplémentaires, d'ajout de stockage d'énergie, etc., etc. Voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter ce matin. Et je vous propose maintenant qu'on passe à la partie questions-réponses. Alors évidemment, moi, j'ai juste aperçu qu'il y avait pas mal de réactions, je me semble-t-il. Je n'ai pas été plus loin puisque j'ai laissé Brio s'occuper de ça pendant le temps que je faisais cette présentation. Donc, je vous propose qu'on reprenne un petit peu toutes les questions qui ont été posées. Alors, notamment, on va commencer par une qui est est-ce que les nouveaux IQ7 sont plus fiables que les anciens L215 et L250? J'ai été obligé d'en changer beaucoup sans aucun déménagement d'en face. Les clients s'en plaignent. Alors, il y a plein de choses dans votre question. Et du coup, je pense que vous avez posé la même question. Quelle est la politique de déménagement en cas de changement de micro sous garantie? Alors, il y a deux choses, on va y répondre tout de suite. Donc, est-ce que les IQ7 sont plus fiables que les anciens sériels? La réponse est oui, très clairement. Les M215 avaient un taux de panne de 2 pour 1000. C'était même vraiment 1,8 pour 1000. Aujourd'hui, on est sur 1 pour 5000. À peu près, je ne suis pas après, je suis pas assez près. On est à 1 pour 5000. Donc, on est beaucoup plus fiable avec la série IQ qu'avec la série M. Ça, c'est un fait. Et notamment par le fait d'avoir intégré beaucoup plus de fonctions dans la puce, dans le logiciel, ce qui nous a éliminé une grande partie des composants externes et donc par conséquent qui nous a éliminé pas mal de risques de panne, très clairement. Ensuite, en matière de dédommagement, il existe un programme de dédommagement sous forme de forfait qui est valable alors pour les microonduleurs, qui est valable également pour les envoys. C'est très important à savoir. Ce forfait, il est valable sur les 2 premières années d'existence de l'installation, puisque on est sur par expérience, les taux de panne sont toujours, enfin, les installations fonctionnent avec des courbes en baignoire, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a une forte probabilité de panne qui est décroissante sur les 2 premières années d'existence du système. Ensuite, on est sur ce qu'on appelle, et ça c'est valable pour tous les systèmes électroniques, hein, on est sur plutôt un fonctionnement, je dirais, nominal, entre guillemets, où la probabilité est extrêmement faible et qui est une panne. Et ensuite, on a, vers la fin de vie des produits, on a effectivement des probabilités de panne qui réaugmentent puisque les produits arrivent vers la fin de vie et donc on fait plus tendance à tomber en panne. Donc, c'est pour ça que ce forfait dédommagement, existe que sur les 2 premières années d'existence de l'installation. Pour bénéficier de ce forfait, il y a plusieurs choses. Il faut que l'installation soit réalisée. Il faut que la panne survienne dans les moins de 2 ans après l'installation. Il faut que le système soit raccordé sur Internet et qu'il y ait une activation qui ait été faite sur Enlighten. Et à partir de là, lorsque vous faites votre demande de prise en charge sous garantie, sur Enlighten, dans les paramètres du système, vous avez, une fois que le remplacement du produit a été fait, vous avez la possibilité de demander ce dédommagement, ce remboursement, cette participation forfaitaire. Et là, le montant est de 125 € hors taxe de manière générale pour le déplacement et de 25 € hors taxe par microonduleur. C'est-à-dire que si vous avez 2 microonduleurs à remplacer sur un système, vous allez avoir un forfait de 125 € de remboursé pour le déplacement et 25 € par micro, donc 50 €, donc vous aurez 175 € hors taxe de forfait. Et c'est la même chose pour les envoys, sachant que pour les envoys, ce forfait était mis en place qu'à partir des installations réalisées à partir du démarrage, je crois que c'est le 1er octobre 2020. Voilà, donc vous avez ce forfait qui est disponible, il ne faut pas hésiter à l'utiliser, mais par contre, il ne faut pas nous demander, il faut aller sur Enlighten dans les paramètres
paramètres du système. C'est compté avec la petite roue dentelle, le petit engrenage qui est disponible dessus. Et il faut évidemment qu'il y ait une procédure RMA qui a été déclenchée et qui a été validée au préalable. Donc la procédure RMA, soit vous la faites directement avec le service technique en les appelant ou dans un mail, ou alors vous pouvez passer par ce qu'on appelle la fonction service of the go, qui est le libre service, où vous déclenchez vous-même la procédure RMA et vous faites livrer le produit à l'adresse que vous souhaitez, donc soit chez le distributeur, soit chez vous en tant qu'installateur, ou soit chez le client final directement. Donc vous avez tout à fait la possibilité de procéder ainsi. Mais il faut bien penser à le faire. Alors ensuite, on a une autre question, c'est quelle est la limite d'une installation en termes de panneaux? En regard d'un boîtier unique de jonction, peut-on associer en parallèle plusieurs coffrets de jonction recevant chacun leur chaîne de panneaux? Alors, il y a plusieurs questions là-dedans. Quelle est la limite d'une installation en termes de panneaux? Il n'y en a pas. La seule limite, moi j'ai souvent tendance à dire que la seule limite qui existe, c'est celle que vous vous imposez. Demain, si vous voulez faire un système qui fait 3 MW avec de l'emphase, libre à vous. Libre à vous. La seule limite se situe dans le nombre de micro-onduleurs que vous pouvez avoir sur un circuit, mono ou triphasé, et le nombre de circuits que vous allez déclencher, que vous allez réaliser. Si je fais une analogie, je construis ma maison demain, j'ai besoin de mettre des prises électriques. La réglementation me dit je n'ai pas le droit d'avoir plus de 10 prises sur un disjoncteur 20 ampères. Elle ne me dit pas elle me dit pas vous devez avoir maximum 20 prises dans votre maison. Si j'ai envie de mettre 200 prises dans ma maison, j'ai le droit. Je vais simplement devoir dimensionner mon tableau, le nombre de circuits électriques en conséquence. Eh bien ici, c'est exactement pareil. Vous n'avez pas de limite. Simplement, vous devez dimensionner la partie électrique en conséquence. Là où vous allez avoir une limite, entre guillemets, c'est le marché résidentiel, où si demain, vous voulez faire une installation chez un particulier, une installation de 30 kW, là, vous allez avoir des problèmes. Parce que vous êtes en autoconsommation majoritairement du temps et que dans ce cadre-là, vous ne pouvez pas dépasser la puissance de souscription EDF tout simplement. Donc, si le client a un abonnement de 12 kVA, vous n'allez pas lui coller 30 kg de votre panneau, très clairement, parce que là, vous allez avoir un problème. Mais c'est la seule finalement limite entre guillemets que vous pouvez avoir. Quant à votre deuxième question, peut-on associer en parallèle plusieurs coffrets de jonction recevant chacun leur chaîne de panneaux? Vous pouvez mettre autant de boîtes que vous voulez. Par contre, encore une fois, si je prends l'exemple des IQ7A, vous faites une installation avec des panneaux de 400 watts crête et donc 10 panneaux de 400, 8 panneaux de 400 watts crête et donc 8 IQ7A, tout ça va être accordé sur un seul circuit d'ampères. Si par contre, demain, vous voulez faire une extension et vous rajoutez 8 autres panneaux, pareil de 400 watts crête et donc 8 autres IQ7A, pas de difficulté là-dessus. Par contre, vous ne pouvez pas avoir plus de 10 IQ7A sur un circuit ampère. Vous serez obligé, dans tous les cas, depuis le coffret AC, de monter avec 2 câbles. Vous serez obligé de monter avec 2 câbles. Et ensuite, en toiture, soit vous mettez 3 boîtes plexo, soit 10 boîtes plexo, soit une. C'est vous qui voyez. Mais la partie ligne électrique doit être dimensionnée conformément à ce que nous, on va vous recommander. Donc, si je vous dis c'est 10 IQ7A maximum sur un circuit d'ampère et sur un curé ampère monophasé, si votre système il est composé de 16 panneaux, 16 micros IQ7A, vous êtes obligé de me faire minimum 2 lignes qui partent du coffret. Et donc, dans le coffret, d'avoir 2 disjoncteurs et 2 cure relais. C'est une obligation. Après, en toiture, que vous fassiez ça en 36 petits bouts de câble, pourquoi pas? Ça, là-dessus, c'est vous. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Alors, autre question, j'ai un client qui a déjà 6 kg crête en monophasé. On souhaite ajouter encore des panneaux avec IQ7. Peut-on limiter l'injection du surplus à 6 kg par réglage? Eh bien oui, tout à fait. À partir du moment où vous mettez des IQ, vous pouvez très bien limiter la puissance injectée à 6 kg. Et dans ce cas-là, vous allez utiliser le profil réseau qu'on appelle VFR 2019 PEL 6 kg, donc PEL pour Power Export Limited, pour limiter le surplus à 6 kg sur le réseau. Par contre, vous devrez impérativement mettre les pinces de mesure production et consommation et bien évidemment les installer, les configurer correctement. Mais c'est tout à fait envisageable. Ensuite, quelles sont les limitations en puissance au nombre d'IQ par Q-relais mono? Eh bien, ce qu'on vous préconise, c'est toujours d'avoir un Q-relais finalement. Allez, si je fais un petit peu plus simple,
Vous avez dans le coffret solaire, normalement, le disjoncteur qui protège, le disjoncteur de 20 ampères qui va protéger votre ligne de micro-onduleur qui est en toiture. Ce qu'on vous demande, ce qu'on recommande, c'est d'avoir le Q-relais qui est en série avec le disjoncteur. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le Q-relais en tête du coffret, on va plutôt vous dire mettez le disjoncteur de 20 ampères, ensuite vous mettez le Q-relais et ensuite vous avez vos micro-onduleurs. Donc, si vous êtes sur des IQ7, vous aurez maximum 15 micro-onduleurs sur le Q-relais phasé. Si vous êtes sur des IQ7+, vous aurez 12 micro-onduleurs maximum sur le Q-relais. Si vous êtes sur des IQ7A, vous aurez 10 micro-onduleurs maximum sur le Q-relais. Tout simplement. Ça, c'est des petites valeurs qu'il faut connaître par cœur, entre guillemets, que vous retrouvez de toute façon sur la doc technique des micros qui est disponible en ligne. Et c'est des valeurs que vous retrouvez également dans les slides que je vous ai présentés en tout début de session. C'était parmi c'était là le milieu de mémoire où on a joué la gamme des 4 micros et à chaque fois je vous donnais les valeurs, le nombre maximum de micros. On a parlé du relais. Si on a parlé un petit peu, j'ai expliqué que le relais est quelque chose d'obligatoire puisque c'est celui-ci qui permet à votre installation en association aux IQ d'être conforme à la réglementation, donc le N549 CFR 2019. Donc il faut impérativement qu'ils soient installés dès lors que vous avez un IQ sur votre installation. C'est une obligation. Quelles sont les pertes d'efficacité lors du passage AC-DC sur les batteries QC? Alors ça, c'est toujours une bonne question. On a le micro-onduleur qui est dans la batterie a un rendement de pareil 96 ou 96 ou 97, ouais 96% ou 96,3 je crois de mémoire. Et vous avez effectivement toujours une perte puisque vous allez perdre, donc vous allez perdre 4% globalement quand vous allez faire de AC vers DC pour charger votre batterie et vous allez reperdre 4% dans le sens inverse quand vous allez décharger la batterie, très clairement. Tous les systèmes de stockage, de manière générale, quels qu'ils soient, hein, que ce soit LG, que ce soit SolarWatt, que ce soit qui vous voulez, Edon en phase, la moyenne, on est sur dans l'entièreté, je dirais, du système de conversion stockage. Donc, entre l'énergie accumulée et l'énergie restituée, vous avez de manière générale un rapport qui est de 80 à 85% globalement. C'est souvent dans ces ordres-là. Donc certains vont être à 80. Côté en phase, on va plutôt être dans les, si je me rappelle, je crois que j'ai fait les calculs, je crois qu'on est dans les 83, 84%. Mais voilà, bon, même si le micro à l'intérieur a un très bon rendement, vous avez toujours des pertes autres qui viennent s'additionner. Et tous les systèmes de stockage, de manière générale, entre la phase de charge et de décharge, voilà, entre l'énergie chargée, accumulée et l'énergie restituée, vous avez de toute façon globalement un rendement global qui est autour de 80-85%, ce qui est extrêmement bien pour un système de charge-décharge, hein, très clairement. On est quand même sur des bons rendements. Ça a tendance à évoluer, bien évidemment, fort heureusement. On a tendance à augmenter et à diminuer ces pertes, mais voilà, on ne va pas passer de 85% global à 98% global. Malheureusement, je n'ai pas la recette. J'aimerais bien, mais bon. Alors, une autre question. Pour faire un 6 kW crête avec 18 PV, faut-il faire 2 lignes et avec quel coffret? Alors, est-ce que vous avez besoin de 2 lignes? Eh ben, si on regarde tous les micros de la gamme IQ, que ce soit le 7, le 7 Plus, le 7A. Je ne vais pas prendre le 7X parce que je présume que le 7X est fait pour les panneaux, je dirais, haute densité, les panneaux 6 Power. C'est peut-être pas ce que vous utilisez, mais dans tous les cas, 18 panneaux en monophasé, IQ7, c'est 15 micros maximum sur un circuit ampère, avec 18 panneaux de format de ligne. L'IQ7 Plus, c'est 12 micromax sur le circuit ampère, une format de ligne. Et l'IQ7A, c'est 10 micromax sur un circuit ampère, une format de ligne. Donc, dans tous les cas, vous avez besoin à minima de 2 disjoncteurs dans votre coffret, vous avez besoin de 2 curés et vous montez en toiture avec 2 câbles, tout simplement. Vous montez avec 2 câbles en toiture. Donc, après, la disposition sur la toiture, c'est à vous qui convient de la gérer. Pour le coffret, vous demandez tout simplement à ce moment-là un coffret 6 kg, tout simplement. Là-dessus, je ne peux pas faire plus simple. En général, les distributeurs ont des coffrets 3 kg, 6 kg. Des fois, on trouve du 4,5 kg. Mais très souvent, c'est 3
6 kg et ensuite 9 kg. Donc là, vous demandez directement un coffret 6 kg, un Envoy, les pinces de mesure et 18 micros, 18 connecteurs de Q-Cable en monophasé. Je présume que votre installation est en monophasé. Et par contre, voilà, vous allez devoir monter en toiture avec eh bien, 2 câbles et il faudra bien qu'il y ait 2 queues relais sur votre installation. Alors, autre question, à la mise en route, quel choix faut-il faire concernant la VDE en France? Eh bien, on en a pas mal parlé, notamment concernant le relais, etc. Il faut utiliser l'EN 50549 VFR 2019. Je vous rappelle que depuis le 1er janvier 2021, il est strictement interdit d'utiliser les anciens profils que sont par exemple la V226 par défaut, que ce soit la VFR 2014, etc. Tout ça est arrêté. Depuis le 1er janvier, vous devez impérativement utiliser la VFR 2019. Ensuite, vous pouvez adapter cette VFR 2019, vous pouvez l'adapter en fonction des besoins. C'est-à-dire vous pouvez la laisser telle quelle, classique. Vous pouvez sélectionner la VFR 2019 zéro export. Donc, dans ce cas-là, le système va limiter l'export d'énergie sur le réseau à 0, tout simplement. Vous pouvez ensuite sélectionner la limitation d'export à 3 kg ou la limitation d'export à 6 kg. Ça dépend vraiment ensuite de vos besoins sur votre installation, sur votre projet. Mais c'est vraiment la VFR 2019 que vous devez utiliser pour la France et pas autre chose, tout simplement. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Je pense avoir fait le tour de toutes les questions qui étaient posées. N'hésitez pas à en poser d'autres. Alors, je suis en train de voir également les fils de discussion à côté. Il y a pas mal de choses, qui sont avancées. On parlait effectivement de l'installation connectée à Internet. Je vous vois une question, la mission de garantie 25 ans. Bon, effectivement, depuis 2019, septembre 2019, les conditions de garantie ont évolué, puisqu'il y a pas mal d'incompréhension par rapport à tout ça. Et c'est très bien ce que vous avez posé la question. Pour que vous puissiez bénéficier de la garantie de 25 ans sur les produits en base, il est impératif que d'une part, l'Envoy soit installé chez le client. Il est impératif, d'autre part, que l'Envoy soit raccordé sur Internet et que l'activation sur Enlighten ait été effectuée. C'est-à-dire que si tous ces éléments ne sont pas faits, les produits ne sont pas garantis 25 ans. Ça se comprend aussi d'une certaine manière. En tant que fabricant, on vous propose une garantie extrêmement conséquente sur les produits. 25 ans, ce n'est pas négligeable. Partant de là, on ne peut pas accepter en tant que fabricant qu'un produit soit remplacé sous prétexte qu'on suppose qu'il est en panne. On veut pouvoir s'assurer de la réelle panne pour la simple bonne raison, c'est que vous l'avez vu sur la gamme IQ, on est sur des produits extrêmement intelligents, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à distance, il y a énormément de mises à jour, de correctifs logiciels qu'on peut amener à distance et qui peuvent éventuellement éviter des remplacements de produits. Et ça, il n'y a que nous qui allons pouvoir le faire. Donc, à partir de là, avant de pouvoir vous dire le produit est réellement en panne, on a besoin absolument de vérifier que le microonduleur est en panne. Et pour pouvoir le faire, il faut qu'on se connecte à distance sur le système. Donc, on a besoin qu'il y ait une activation en face de l'installation, en face des Envoy, et on a besoin que tout ça soit mis sur Internet. Donc, ça, c'est un petit peu la contrepartie, je dirais, pour pouvoir bénéficier de cette garantie de 25 ans, mais qui finalement n'est pas si problématique. Est-ce qu'on peut changer de VFR à distance? Oui, vous pouvez. Vous pouvez le faire. Il vous suffit. Alors, il y a plusieurs méthodes. Je vous invite d'ailleurs, j'avais fait une petite vidéo là-dessus il y a quelques temps, il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois de ça, qui est en ligne sur le site d'Emphase. Je vous invite à la visualiser. Mais vous pouvez tout simplement sur Enlighten, si votre système a déjà été activé, vous réouvrez le formulaire d'activation de votre installation, vous allez retrouver dans la partie Envoy, vous allez retrouver la partie profil réseau, vous développez le numéro 1 et vous sélectionnez le nouveau profil que vous voulez appliquer sur votre installation. Vous pouvez le faire également via l'installateur Toolkit dès lors que vous utilisez la nouvelle version, la version 3 du Toolkit. Par
et vous allez, quand vous lancez, vous allez dans le système que vous souhaitez et vous allez dans les détails du système, il faut modifier le profil réseau et ça va automatiquement renvoyer l'information sur un item qui va lui-même renvoyer l'information à l'endpoint. Vous pouvez faire à distance. Ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Est-ce qu'on a d'autres questions par rapport à tout ce qui vient d'avoir été évoqué? J'ai l'impression que malheureusement, côté son, il y a eu pas mal de soucis. A priori, ouais, il y a eu pas mal de soucis côté son. J'en suis vraiment navré. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi le son a bugué de cette manière. Très clairement, donc j'espère que le replay pourra corriger tout cela. Vous pourrez profiter du replay pour obtenir plus grande satisfaction et du coup pouvoir mieux écouter ce qui a été annoncé. On va regarder la dernière question qui a été posée, effectivement, qui laisse finalement une porte ouverte à cette session et je vous remercie de celle-ci. Une cliente vous parle des IQ8 à venir, effectivement. Il y a des nouveaux produits qui vont arriver cette année. Alors, pas tous, il y a une partie qui arrivera également l'année prochaine. Mais on a des nouveaux produits, notamment des nouvelles batteries, si vous avez certainement entendu parler, qu'on appelle Encharge, qui intègrent les IQ8, qui vont arriver, qui vont notamment pouvoir offrir la fonctionnalité de backup, c'est-à-dire en cas de coupure réseau, qui vont être capables de prendre le relais, de fabriquer le réseau elle-même pour réalimenter toute ou partie de la maison de votre client. Et cela va être notamment réalisable grâce aux IQ8, puisque c'est ces nouveaux micros qui apportent cette nouvelle fonctionnalité de fonctionner, c'est-à-dire soit en raccord des réseaux comme n'importe quel micro-onduleur à l'heure actuelle, soit de générer le réseau eux-mêmes en cas de disparition du réseau initial. Donc, ça va nécessiter effectivement un profil réseau bien spécifique qui sera implanté dans l'Envoy et ça va nécessiter également des dimensionnements de système qui vont être adaptés. Donc, tout ce qui est Encharge va arriver cette année. L'IQ8, il va arriver également. On n'a pas encore la date exacte de sortie, la date de mise sur le marché de ce produit, mais ça va arriver effectivement très très prochainement et très très vite. Il y a même dans la même gamme que l'IQ8, on va également, parce que j'ai beaucoup parlé ce matin du marché résidentiel, et je vous dis qu'on n'était pas très très présent sur le marché du tertiaire pour plein de raisons, notamment économiques. Cependant, on travaille dessus et on va pouvoir devenir beaucoup plus compétitif sur ce marché puisqu'on va également mettre sur le marché un produit qui s'appelle l'IQ8V, qui est un produit duo sur lequel on va pouvoir connecter deux panneaux sur un seul micro, permettant justement d'obtenir un prix beaucoup plus attractif pour les systèmes de grosse puissance. Donc, effectivement, pas mal de choses qui vont arriver. Et en ce qui concerne notre cliente, si elle veut une installation en IQ8, exclusivement en IQ8, malheureusement, il va falloir qu'elle attende encore un petit peu. Ils ne sont pas encore sur le marché. Ça va dire qu'il va falloir attendre un petit peu. Sinon, elle peut d'ores et déjà travailler avec de l'IQ7, c'est pas un problème, puisque la gamme IQ7 sera pleinement compatible avec les IQ8. C'est aussi l'avantage de ces nouvelles séries qui sont extrêmement intelligentes. Donc, voilà un petit peu pour tout ce que je voulais vous présenter. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais, en tout cas, je vais vous laisser la main, je vais vous laisser continuer ma journée surtout et je vais vous laisser les déjeuner puisque ça va être l'heure. Je vous remercie en tout cas énormément d'avoir pris cette heure et demie ensemble pour assister à cette présentation avec notre partenaire KDI et je remercie Brieux d'avoir organisé cette session. On vous transférera, je pense que l'équipe KDI vous transférera le replay de cette session par la suite assez rapidement. Et on va vous faire parvenir également les supports PDF de la présentation de ce matin. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre participation et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.